Comme je l'ai dit, donc, le chômage et l'inégalité régionale ont été à l'origine de la révolution tunisienne. Rappelez-vous, avant les mouvements sociaux que nous sommes en train de connaître actuellement, les études prospectives sur la région méditerranéenne préconisaient un taux de croissance d'au moins 6% pour résorber le chômage et répondre au moins aux demandes additionnelles d'emploi. Aujourd'hui, ce constat, il est plus que jamais et encore d'actualité. Parce que la révolution à court terme, et c'est tout à fait normal, c'est le cas dans tous les pays du monde, implique, il y a des répercussions négatives sur les structures de production. La situation sécuritaire a touché des secteurs clés de notre économie, qui sont l'investissement et le tourisme en particulier. Juste pour vous donner quelques chiffres, et pour illustrer la situation qui est, monsieur, critique et pas dramatique, je tiens à le souligner, nous avons un ralentissement de la croissance de qui s'établirait cette année à 0,8% contre 5,4% initialement prévu. Nous avons une dégradation et aggravation de la situation du chômage, puisque les pertes d'emplois qui sont enregistrées jusque-là sont de 60 000 emplois, alors que nous sommes censés créer 80 000 emplois additionnels pour cette année. Également, nous avons une augmentation des besoins supplémentaires de financement extérieur de l'ordre de 2 milliards d'euros. Nous ne serons pas capables de sortir sur le marché international cette année. Pour faire face à cette situation, le gouvernement actuel, malgré qu'il soit un gouvernement de transition, doit résoudre un double défi. C'est la relance économique dans le cadre de transition démocratique. Pour ce faire, son action repose sur 3 piliers essentiels qui sont l'état de droit, la bonne gouvernance et la transparence. Sans rentrer dans les détails, puisque le temps ne nous le permet pas, mais actuellement, le gouvernement de transition est en train de négocier un projet, un programme avec la Banque mondiale, la Commission européenne, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement, qui est intitulé GO, Gouvernance et opportunités. Ce programme, au-delà des financements qu'il va pouvoir mobiliser, touche à des éléments clés de notre politique actuelle, à savoir la gouvernance. On parle surtout du changement de la loi sur les associations, les marchés publics, l'information publique, le secteur financier justement pour améliorer la gouvernance des banques et améliorer le contexte de la microfinance et des capitaux à risque, et enfin l'emploi pour donner de l'espoir à nos jeunes chômeurs qualifiés, et enfin le développement régional. Ce sont les 4 piliers de ce programme GO. Ce programme devra permettre d'insuffler une croissance de 2 à 2,5% du PIB et de créer 40 000 nouveaux postes d'emploi. Je dois aussi souligner le fait que cette phase transitoire a été marquée par un soutien significatif de la plupart de nos pays, amis et frères, qui ont fait montre d'une grande solidarité avec la Tunisie. Également, les investisseurs locaux implantés en Tunisie ont également fait montre d'une grande solidarité parce qu'ils sont restés sur place et certains d'entre eux ont même décidé d'investir dans les régions les moins reculées du pays pour contribuer à la résolution du chômage des jeunes diplômés. Je voudrais également souligner un élément qui me semble important et qui est directement en relation avec notre rencontre d'aujourd'hui. C'est que les mouvements sociaux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ont clairement montré qu'il y a beaucoup reste à faire pour libérer le potentiel de croissance de notre région. Plus que jamais, nous sommes appelés aujourd'hui à encourager davantage le développement d'un secteur privé, parce que la croissance serait plus tirée par le secteur privé que par le secteur public. Cela veut dire des mécanismes de financement adaptés, un environnement des affaires viable et des mécanismes de rapprochement entre nos différentes PME des 2 rives de la Méditerranée. Nous sommes également appelés à investir
de façon plus importante dans l'éducation, la formation, dans la recherche et l'innovation, parce que la croissance doit provenir de secteurs à valeur ajoutée haute, parce qu'il s'agit de répondre à des besoins de jeunes diplômés et de personnes qualifiées. Et en même temps, nous sommes tenus d'investir de façon importante d'investissements provenant du secteur public dans les régions défavorisées pour rééquilibrer le développement et pour améliorer le quotidien des citoyens. D'un autre côté, nous devons faire évoluer nos modes de faire une meilleure gouvernance, une plus grande décentralisation et un plus grand pouvoir des régions et des territoires qui feront la différence sur le terrain. Et une plus grande participation de la société civile dans la définition des priorités de développement et dans le contrôle de l'action de l'État. En somme, nous devons agir pour renforcer la compétitivité de nos économies dans un contexte mondial caractérisé par une concurrence accrue. Vous me direz, c'est trop de choses à la fois. Je vous répondrai que nos voisins de l'Union européenne, de l'Europe du Nord, ont connu cette phase. Et leur expérience nous montre que la relance peut être rapide et que nos économies débarrassées de la corruption et mieux gérées peuvent devenir plus compétitives au sortir de cette phase transitoire. Vous me direz, ces pays ont bénéficié d'un soutien politique sans précédent de l'Union européenne. Ils ont bénéficié d'un appui financier qui est 10 fois, voire 30 fois plus important que l'appui financier qui est donné à la Méditerranée. Et je vous répondrai que la réussite de cette phase transitoire n'est pas la seule affaire de la Tunisie, ni la seule affaire de l'Égypte, ni la seule affaire de chaque pays pris isolément dans notre région. C'est une responsabilité collective et nous sommes tous d'accord que nous sommes devant une opportunité historique pour montrer à nos jeunes et à nos citoyens que la solidarité ne s'arrête pas au niveau du discours politique et que la solidarité peut être une réalité sur le terrain. Ceci appelle, et comme cela a été dit ce matin, à une révision en profondeur du partenariat euro-méditerranéen et également des mécanismes d'appui qui le sous-tendent. Je veux dire par là, notre intégration, ce projet tellement recherché, l'intégration euro-méditerranéenne, devrait être une intégration effective et globale. Elle ne devrait pas se limiter au commerce, même si sur ce plan, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Une intégration globale qui englobe l'investissement, qui englobe la mobilité des personnes et le rapprochement entre les peuples, une intégration qui rapproche les PME de plus en plus, une intégration qui rapproche le monde du savoir pour la création d'un véritable espace de recherche dans notre région méditerranéenne, et enfin une intégration qui repose sur des projets mobilisateurs et structurants qui augmentent l'attractivité de notre région par rapport au secteur privé, et enfin une intégration qui doit absolument permettre à nos pays d'accéder aux mécanismes de financement qui sont dans l'Union européenne, et en particulier ceux qui sont pour la cohésion, pour le développement régional et ceux qui sont en faveur des PME. Ce dont nous avons besoin d'aujourd'hui, c'est un soutien plus important, plus efficace, mieux coordonné et surtout plus rapide. C'est en fait ce que le professeur Pugliese a dit, à résumer, des actes et pas des mots, pour justement rétablir, accompagner cette relance économique et rétablir la confiance dans notre région. Je vous remercie de votre attention.